Pendant des siècles, la guerre a été une affaire d'hommes face à d'hommes, de regards croisés, de distances réduites, de bruit, de fumée, de chaos partagé. Deux armées qui se voient, deux armées qui se cherchent, deux armées qui se craignent mutuellement. Tout ça a changé. Aujourd'hui, la mort arrive silencieusement. Elle ne fait pas de bruit avant d'être là. Elle ne négocie pas. Elle ne se fatigue pas. Elle ne dort pas. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas de famille qui l'attend. Elle n'a pas de raison de s'arrêter. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est la guerre en 2025. Pas celle des films, pas celle des manuels d'histoire, pas celle que vos grands-parents ont connue. La vraie, en direct, depuis le ciel, filmée par la machine qui tue. Et ce qui rend ces images uniques dans toute l'histoire de la guerre, c'est ça. Pour la première fois, on voit le combat depuis le point de vue de l'arme elle-même. Pas depuis une tranchée, pas depuis un cockpit, depuis l'œil du projectile. Prenez le temps de réaliser ce que ça signifie. Avant d'analyser ce que vous voyez dans ces images, il faut comprendre ce qu'est un drone FPV. Pas en surface, en profondeur. FPV signifie First Person View, vision à la première personne. Le pilote porte un casque de réalité virtuelle. Il voit exactement ce que voit le drone. Il tourne la tête, le drone tourne. Il incline, le drone plonge. Il est assis quelque part en sécurité, à des kilomètres du front. Mais dans son champ de vision, il vole à 150 km/h à 1 mètre du sol. Ce type de drone, c'est une technologie qui n'a absolument pas été conçue pour la guerre. À l'origine, c'est un sport. Des compétitions mondiales, des circuits lumineux dans des hangars, des pilotes amateurs qui s'entraînent des heures pour maîtriser leurs machines dans des espaces confinés, à grande vitesse, avec une précision millimétrique. L'Ukraine a pris cette technologie de loisir. Elle l'a étudiée, elle l'a modifiée, elle y a fixé une charge explosive. Et elle en a fait l'une des armes les plus redoutables et les plus économiques de la guerre moderne. Un drone FPV coûte entre 300 et 800 $ selon sa configuration, la qualité des composants, la taille de la charge. Pour comparaison, un obus d'artillerie standard coûte entre 800 et 3000 $, et il ne se dirige pas. Il part, il tombe, il touche ce qu'il touche. Un missile anti-char guidé coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars. Un char de combat moderne vaut entre 3 et 6 millions de $. La logique économique est implacable. Pour un coût dérisoire, on obtient une arme guidée, précise, adaptable, qui peut neutraliser un équipement valant des millions. Mais le coût n'est pas le seul avantage. Ce qui rend le FPV vraiment différent de tout ce qui existait avant, c'est sa capacité d'adaptation en vol. Un obus ne peut pas changer d'avis. Un missile a un guidage limité. Le FPV, lui, est piloté par un humain en temps réel. Si la cible se déplace, le pilote s'adapte. Si la cible se cache derrière un arbre, le pilote contourne. Si la cible entre dans un bâtiment, le pilote entre avec elle. C'est une arme qui pense. Pas seule, mais avec un cerveau humain derrière elle, à distance, en sécurité, sans stress immédiat, sans adrénaline qui brouille le jugement. Ce qui frappe le plus dans les images du front ukrainien, ce n'est pas la violence des impacts. C'est quelque chose de plus profond, de plus troublant. C'est l'omniscience. Au-dessus du champ de bataille ukrainien, les drones de reconnaissance tournent en permanence. 24 heures sur 24. 2 jours, avec des caméras optiques haute résolution capables de lire une plaque d'immatriculation depuis 500 mètres d'altitude. De nuit, avec des caméras thermiques qui lisent la chaleur des corps, des moteurs, des positions récemment occupées. Ces drones de reconnaissance ne tuant pas directement. Leur rôle, c'est de voir, de cartographier, d'identifier, de transmettre. Ils sont les yeux permanents d'une armée qui ne ferme jamais les paupières. Et ce qu'ils transmettent, c'est une information que le soldat au sol ne peut pas avoir. Une vue complète de sa propre situation. Sa position relative, les angles morts autour de lui, les trajectoires d'approche possibles, sa vulnérabilité totale, vue de dessus, en temps réel. Un soldat se croit caché sous un arbre. Depuis le sol, sa logique est bonne. L'arbre masque la vue latérale. Personne ne peut le voir en approchant. Il a appris ça à l'entraînement. Se mettre à couvert, utiliser le terrain, se fondre dans l'environnement.
mais le drone le voit. Depuis 200 mètres au-dessus, l'arbre ne masque rien. La silhouette est parfaitement visible. Les coordonnées sont transmises. Un soldat se croit protégé dans les ruines d'un bâtiment. Les murs effondrés forment des cavités, des recoins, des cachettes naturelles. Il s'enfonce dans les décombres. Il reste immobile. Logique défensive classique. Le drone entre par ce qui était autrefois une fenêtre. Il navigue dans les couloirs dévastés. Il scanne pièce par pièce. Et il trouve. Un soldat utilise une couverture thermique, un tissu conçu pour réfléchir la chaleur infrarouge et masquer sa signature corporelle aux caméras thermiques. C'est une contre-mesure réelle. Elle fonctionne dans certaines conditions. Mais elle ne fonctionne pas si le drone de reconnaissance est déjà au-dessus avant que la couverture soit déployée. Elle ne fonctionne pas si le sol autour garde la chaleur du corps. Elle ne fonctionne pas si le soldat doit bouger. Elle ne fonctionne pas toujours. La leçon tactique qui se dégage de ces centaines de footage est brutale et simple. Il n'existe plus de position véritablement sûre à découvert sur ce champ de bataille. Le camouflage classique, conçu pour tromper un œil humain au niveau du sol, n'a pas été pensé pour tromper un œil mécanique venu du ciel. Ce que l'ensemble des footages révèle, quand on les analyse froidement, c'est un processus qui s'est standardisé au fil des mois de guerre. Une chaîne opérationnelle rodée, répétée des centaines de fois par jour, devenue presque industrielle dans son efficacité. Première étape, la détection. Un drone de reconnaissance survole une zone d'intérêt. Il repère un mouvement, une silhouette, une anomalie thermique, une trace de pas dans la boue, un reflet métallique. Il maintient la surveillance. Il transmet les coordonnées GPS en temps réel à l'équipe au sol. Deuxième étape, l'identification. Un opérateur humain reçoit le flux vidéo. Il analyse. Il confirme ou infirme. Est-ce un combattant ? Est-ce un civil ? Est-ce un leurre ? Sur le front de Donetsk, cette décision se prend en quelques secondes. La pression temporelle est immense. Si la cible est mobile, chaque seconde qui passe la déplace, la rapproche d'un couvert, lui donne une chance supplémentaire d'échapper. Troisième étape, la désignation. Les coordonnées confirmées sont transmises à l'unité FPV la plus proche. Dans les brigades ukrainiennes les plus aguerries, comme la 414e unité Magoar Birds ou la 59e brigade d'assaut Signium, ces unités sont prépositionnées, prêtes avec des drones armés déjà opérationnels. Le délai de réponse peut se mesurer en dizaines de secondes. Quatrième étape, l'engagement. Le FPV décolle. Le pilote reçoit les dernières coordonnées connues. Il navigue vers la zone. À partir d'une certaine distance, il reprend le contrôle visuel direct. Il voit la cible dans son casque, il ajuste, il engage. Du moment de la première détection à l'impact final, l'ensemble du processus peut tenir en moins de 3 minutes dans les unités les plus efficaces. 3 minutes. Prenez le temps d'y penser concrètement. 3 minutes, c'est le temps qu'il faut à un être humain pour réaliser qu'il est observé, pour décider d'une réaction, pour se déplacer vers un nouveau couvert, pour tenter de se fondre dans un nouvel environnement. Dans la plupart des engagements filmés, ce délai n'est pas suffisant. Pas parce que les soldats manquent de courage, mais parce que le système est plus rapide qu'eux. Il y a quelque chose de profondément déstabilisant dans ces images, au-delà de la violence. Quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde, parce que ça dit beaucoup sur la nature de cette guerre. C'est ce qui se passe avant l'impact. Ce que font les hommes dans les dernières secondes. On voit des soldats adopter des comportements instinctifs, presque animaux dans leur spontanéité. Certains se figent complètement, comme si l'immobilité pouvait les rendre invisibles. C'est un réflexe de proie, pas de combattant. D'autres courent, changent de direction brusquement, tombent, se relèvent. Certains tirent en l'air dans la direction générale du drone, sans vraiment viser, avec des armes manifestement inadaptées à ce type de cible. D'autres encore lèvent les mains, dans un geste de reddition adressé à une machine qui n'a pas d'oreille. Ce n'est pas de la lâcheté, il faut être très clair là-dessus. Ce sont des soldats dans une situation pour laquelle leur cerveau n'a tout simplement pas de réponse préparée. L'entraînement militaire classique conditionne des réflexes face à des menaces connues, identifiées, catégorisées. Face aux tirs d'infanterie, on utilise le couvert et les bonds.
Face à l'artillerie, on se met à l'abri dans les tranchées et les trous individuels. Face aux blindés, on utilise les armes anti-chars. Face aux avions, on se disperse et on cherche les positions défensives anti-aériennes. Chaque menace connue a un protocole, un réflexe, une réponse apprise et répétée jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Mais face à un drone FPV qui vous a personnellement identifié, qui vous suit à 150 km/h, qui contourne vos obstacles, qui entre dans vos cachettes et qui est guidé par un humain qui vous voit dans son casque, il n'existe pas encore de réflexe conditionné universel. Pas de geste qui sauve à coup sûr. Pas de protocole qui fonctionne dans tous les cas. Les psychiatres et psychologues militaires qui travaillent avec les soldats de retour du front ukrainien décrivent quelque chose qu'ils n'avaient jamais rencontré à cette échelle. Le stress de la surveillance permanente. La conscience diffuse, constante, que le ciel au-dessus de soi est potentiellement habité par une menace invisible. Que n'importe quel bourdonnement peut être le dernier son qu'on entend. Que se déplacer, s'arrêter, se reposer, tout acte visible depuis le dessus devient un risque calculé. Cette forme de pression psychologique est fondamentalement différente du stress du combat classique. Dans le combat classique, le danger est localisé. Il vient d'une direction. On peut s'en éloigner. On peut se cacher de lui. Il y a une logique spatiale à la survie. Avec les drones, le danger est omnidirectionnel. Il peut venir de n'importe où dans le ciel, à n'importe quel moment, sur n'importe quel soldat, indépendamment de son rang, de son expérience, de sa position dans la hiérarchie. L'équité brutale de la menace est elle-même déstabilisante. Ce que la guerre en Ukraine est en train de démontrer au monde entier, aux états-majors, aux académies militaires, aux gouvernements qui observent, c'est que le champ de bataille a subi une mutation profonde. Pas une évolution, une mutation. Pendant des décennies, la doctrine militaire dominante reposait sur 3 piliers fondamentaux. La puissance de feu, la capacité à projeter plus d'énergie destructrice que l'adversaire. La mobilité, la capacité à se déplacer plus vite, à se repositionner, à surprendre. Et le camouflage, la capacité à rester invisible, à agir sans être vu, à conserver l'initiative par la surprise. Le drone FPV, combiné au drone de reconnaissance, remet en question ces 3 piliers simultanément. Pas partiellement, fondamentalement. La puissance de feu d'abord. Un drone de $500, guidé avec précision, portant une charge de 500 grammes d'explosifs, peut neutraliser un véhicule blindé léger à $200 000. Il peut entrer dans la tourelle ouverte d'un char. Il peut pénétrer par une meurtrière dans un poste fortifié. La puissance de feu brut, la logique du plus gros calibre qui gagne, est remplacée par la logique de la précision guidée accessible à tous. La mobilité ensuite. Pendant des décennies, la mobilité était un avantage décisif. Se déplacer plus vite que l'adversaire, c'était survivre et gagner. Mais la mobilité implique d'être visible. Un véhicule en mouvement, une colonne de soldats, une moto traversant un champ, tout mouvement est une signature thermique, optique, acoustique détectable depuis le ciel. Dans plusieurs séquences filmées sur le front, des soldats sont engagés précisément parce qu'ils bougent, alors que d'autres, statiques et bien cachés, ne sont pas détectés. La mobilité, dans certaines conditions, est devenue un danger en soi. Le camouflage, enfin. Il n'est pas mort. Mais il a été profondément remis en question. Les forêts denses ont été pénétrées. Les bâtiments ont été fouillés depuis l'intérieur par des drones. Les tranchées ont été localisées par leurs traces d'occupation. Le camouflage qui fonctionne contre un regard humain au niveau du sol fonctionne moins bien contre un regard mécanique venu du ciel, équipé de l'optique thermique, du zoom numérique et de la patience infinie d'une machine. Ce qui émerge de tout ça, c'est un concept que les théoriciens militaires appellent la transparence du champ de bataille. L'idée que chaque mouvement, chaque position, chaque décision tactique peut potentiellement être observée en temps réel par l'adversaire. Cette idée existait dans les discussions doctrinales depuis les années 2000. On en parlait dans les revues militaires. On l'anticipait pour les guerres futures. Ce que l'Ukraine a fait, c'est la rendre concrète, opérationnelle, quotidienne, dans un conflit de haute intensité entre deux armées conventionnelles. Mais cette histoire a une autre face qu'il faut absolument comprendre pour avoir une vision complète. La Russie n'est pas passive.
Elle n'observe pas sans réagir. Elle adapte, lentement parfois, maladroitement souvent, mais elle adapte. La première contre-mesure déployée massivement, ce sont les systèmes de brouillage électronique. Des émetteurs mobiles positionnés sur les véhicules de combat, dans les positions défensives, capables de saturer les fréquences radio utilisées pour piloter les drones. Quand le signal de contrôle est brouillé, le drone perd son pilote. Selon sa programmation, il tombe, il continue tout droit, ou il tente de revenir à sa position de décollage. Dans tous les cas, il n'atteint pas sa cible. Ces systèmes fonctionnent, partiellement, dans certaines conditions, et ils ont généré une course-réponse immédiate. L'Ukraine a développé et déployé des drones guidés par fibre optique. Pas de signal radio, rien à brouiller. Aucun jammer au monde ne peut interrompre un câble physique. Ces drones à fibre optique sont plus complexes à produire. Ils ont une autonomie de vol limitée par la longueur du câble. Mais dans une zone fortement brouillée, ils fonctionnent là où les drones radio sont aveugles. La Russie a répondu en déployant ses propres FPV en quantité croissante, y compris des versions à fibre optique. Ce qu'on voit dans ces images sur des équipements occidentaux fournis à l'Ukraine, chars, véhicules blindés, positions fortifiées, c'est exactement la même technologie retournée. La même approche, les mêmes principes, appliqués dans l'autre direction. C'est ça, fondamentalement, la guerre des drones. Pas une victoire technologique définitive d'un camp sur l'autre. Une course permanente. Un dialogue technologique violent, où chaque réponse génère une contre-réponse, où chaque innovation est copiée en quelques semaines et retournée contre celui qui l'a inventée. Et cette course se mesure en semaines, pas en années, pas en décennies comme les cycles d'armement traditionnels, en semaines. Une nouvelle technique de camouflage anti-drone apparaît sur le front un mois. Le mois suivant, les équipes adverses ont développé une méthode pour la contourner. C'est un rythme d'innovation militaire sans précédent dans l'histoire moderne. Et il est rendu possible par quelque chose que la guerre n'avait jamais eu à cette échelle. Des millions de civils qui regardent les mêmes footages que vous regardez en ce moment, qui analysent, qui proposent, qui bricolent dans leur garage, qui envoient leurs solutions aux unités du front. La guerre des drones en Ukraine n'est pas seulement une guerre entre armées, c'est une guerre entre communautés technologiques. Et ça change tout sur la vitesse à laquelle les choses évoluent. Ce que vous avez vu dans ces images n'est pas un aperçu d'une guerre future hypothétique. Ce n'est pas de la science-fiction militaire. Ce n'est pas un conflit exotique dans une région lointaine qui ne nous concerne pas. C'est le présent. C'est ce qui se passe en ce moment, en Europe, à quelques heures d'avion, sur un champ de bataille qui ressemble parfois encore à la Première Guerre mondiale, avec ses tranchées, sa boue, son épuisement physique et mental, ces lignes qui bougent de quelques centaines de mètres après des semaines de combats acharnés. Mais un champ de bataille traversé, dominé, redéfini par une technologie du XXIe siècle. Un drone FPV ne ressent rien. Il n'a pas peur avant d'entrer dans le bâtiment. Il ne tremble pas. Il ne doute pas au dernier moment. Il ne rentre pas chez lui le soir avec des images dans la tête qui l'empêchent de dormir. Il n'a pas de famille qui attend des nouvelles. Il n'a pas de raison de s'arrêter. C'est précisément ce qui le rend si efficace. Et c'est précisément ce qui rend cette évolution si importante à comprendre, au-delà de la guerre en Ukraine, pour tout le monde. Parce que la vraie question que pose ce conflit, la question que les militaires, les philosophes, les juristes internationaux et les citoyens vont devoir affronter dans les années qui viennent, ce n'est pas « les drones sont-ils efficaces ?» Ça, on a la réponse. Elle est dans ces images. La vraie question, c'est celle qui vient après. Quand la machine est assez précise, assez autonome, assez fiable pour engager une cible sans intervention humaine directe à chaque instant, où s'arrête la responsabilité du soldat ? Où commence celle de l'ingénieur qui l'a programmée ? Celle du commandant qui a défini la zone d'engagement ? Celle du politique qui a autorisé l'opération ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour déléguer la décision de tuer à une machine ? Et une fois qu'on a commencé à déléguer, est-ce qu'on peut vraiment s'arrêter ? Ce sont ces questions qui font de ce conflit bien plus qu'une guerre régionale. C'est un laboratoire, un moment charnière, un avant et un après dans l'histoire de la façon dont les sociétés humaines font la guerre. Et la façon dont on répond à ces questions aujourd'hui en regardant ces images, en les comprenant, en refusant de les regarder comme de simples vidéos de guerre,
déterminera en partie le monde dans lequel on vivra demain. Abonnez-vous pour la suite. La semaine prochaine, on analyse en détail ce qui se passe quand des soldats choisissent de se rendre face à un drone, et ce que ça dit sur l'évolution des règles d'engagement dans cette guerre. Sans filtre, sans agenda, juste les faits, et ce qu'ils signifient.